parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, mais aussi sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou et sur Bambou FM à Farana. Vous nous regardez un peu partout dans le monde sur Espace TV. Nous faisons le plaisir de décrypter l'actualité du lundi au vendredi. La décrypter à 380 degrés dans le but de vous aider à mieux la comprendre. Le vol transportant les vaccins contre Ebola a finalement atterri hier à Conakry. L'épidémie a ressurgi mi-février. Il faut le rappeler à Guéké, dans la préfecture de Zérékoré. Les premiers besoins qui se sont posés à l'État guinéen sont bien la prise en charge des cas positifs, l'identification des contacts et la vaccination pour limiter la propagation du virus. L'Agence nationale de sécurité sanitaire ne disposait plus de vaccins et très rapidement, il a demandé l'aide de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis 2014, l'institution onusienne soutient la Guinée dans la riposte. Elle apporte son soutien technique, matériel et financier. Nous allons avoir ce matin pour évoquer l'implication de l'OMS dans la lutte contre les maladies en Guinée. Professeur Georges Alfred Kizerbo répondra donc à nos questions depuis Zérékoré, il faut le dire. Il est le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. D'autres sujets, bien évidemment, viendront s'ajouter à ce premier sujet que nous venons de lire. Vous le savez, l'émission interactive, vous pouvez interagir, réagir au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il suffit d'ajouter l'indicatif 00224. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG. Nous ferons donc le plaisir de relayer tous ces messages dans la deuxième partie de l'émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules et bienvenue Antoine Kourouma. Bonjour. Bonjour Djadia, bonjour à tous. Ça va? Très bien. Bien, le DI. Bonjour. Bonjour Daouda, pourquoi tu ris? Moi j'aime bien rire. Hein. J'aime bien rire. Il ne faut pas rire de tout. Vous avez ici là. Bonjour, bonjour Inspecteur Colombo. Oui, bonjour à tous. Où est le masque? Je l'ai laissé dehors, c'était pour donner le ton. Ouais. Parce que je sais, à côté de moi, il y a quelqu'un qui a les narines bien sensibles là, donc il est habitué à cela. Moi, je ne peux pas étreindre mes narines pendant 1h30. Et je le fais juste. De masque, d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais c'est en votre honneur, les amis du Noir. Ça va? Kourouma. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, mon cher Daouda. Le grand frère, à l'heure actuelle, il ne se néglige pas. Ahmed et compagnie, la promo, on la voit sur la toile. Mais qui va se négliger? C'est une belle émission, il faut le dire. Très belle émission. Merci Yaya, merci beaucoup. Jacques Léo Aleno, bonjour. Bonjour Madame Guiraud et bonjour à tous. Alors, nous parlons de cette tribune qui a été donc faite par des opposants africains. C'est un clin d'œil, on le dit-on, à la France. Parmi ces opposants, il y a Cellou Dalein Diallo, le principal opposant guinéen, mais aussi Martin Fayoulou du côté de la RDC. Oui, c'est une tribune signée par les trois principalement, mais on essaye de parler de beaucoup d'autres opposants africains, donc Akpeyome Kodjo du Togo, Martin Fayoulou de la RDC et Cellou Dalein Diallo ont signé cette tribune chez Mediapart. Et à l'intérieur, on essaye de rappeler un peu les différentes présidentielles qui se sont déroulées en 2018 au Congo, en 2020 au Togo et en Guinée. Et on essaye d'insister sur le fait que ces opposants avaient gagné ces élections-là, mais après, les résultats ont été manipulés et finalement, ceux qui ont été déclarés vainqueurs n'étaient pas ceux-là. Donc, à la seule différence avec le Congo, là, ce n'est pas le président sortant qui a été déclaré vainqueur. Puisqu'il n'était pas candidat. Mais bien entendu, il était en alliance, disons, quelque part avec le président sortant, donc Joseph Kabila, qui a signé un accord avec Tshisekedi pour avoir cette présidentielle, une coalition qui vient d'éclater dernièrement. Maintenant, du côté du Togo et de la Guinée sont des présidents sortants qui ont renouvelé leur mandat au-delà
des délais constitutionnels pour la Guinée et puis du Togo, il y a la liberté, je crois, il n'y a pas de limitation de mandat. Ce qu'on note aussi à l'intérieur et que j'ai mentionné là-bas comme étant un clin d'œil à la France, et peut-être même une interpellation, parce qu'on dit à la France que pendant qu'il y a la violation des principes démocratiques en Afrique, pendant qu'il y a la violation des droits humains en Afrique, où il y a des opposants qui sont arrêtés, ils sont détenus dans des prisons, que la France regarde ailleurs, que la France ne s'intéresse pas à ce qui se passe, n'est-ce pas, sur notre territoire. Donc on l'invite, et la France et l'Union européenne, à prendre certaines mesures, notamment l'article 96 de l'accord de Cotonou sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui insiste beaucoup sur le respect de ces principes pour, si vous voulez, nécessiter ou justifier un accord ou une entente entre la France, qui est quand même l'ancienne puissance coloniale, et les autres pays. Donc une interpellation directe, on invite, n'est-ce pas, la France et l'Union européenne à intervenir, à tenir des discours forts, à aller même jusqu'au-delà, jusqu'à certaines restrictions, le gel des avoirs pour certains dignitaires de ces différents pays. Donc j'ai dit la Guinée, le Togo, la RDC, mais également le Cameroun, où on estime que c'est Maurice Kamto qui avait gagné la dernière présidentielle et non, comment on l'appelle, Paul Biya. Au Gabon, on estime que c'est également Jean Ping qui avait gagné et non Ali Bongo. Maintenant, mon avis personnel, bien entendu, je crois que beaucoup se posent bien des questions. Pourquoi avoir à ce stade le besoin d'inviter, n'est-ce pas, la France, en ce sens que pendant les processus, la France a bien pu par moment tenir des discours qui n'ont pas été écoutés par ceux qui dirigent, et parfois même on a dénoncé ce qu'on a coutume de dire chez nous, l'ingérence du côté de la RDC, parce que quand le ministre français des Affaires étrangères a voulu soutenir la position de la CENCO à la conférence épiscopale du Congo, qui disait avoir supervisé les élections et qui était arrivé à une conclusion selon laquelle c'était Fayoulou qui avait gagné et non Tshisekedi, et bien entendu il y a eu des déclarations partout en Afrique, ou presque, pour dire non, ça c'est de l'ingérence. Je ne comprends pas qu'on soit arrivé au stade où nos opposants demandent l'implication de la France, n'est-ce pas, pour obtenir des solutions, des réponses aux problèmes politiques qui se posent sur le continent. Alors, Ahmed Kourouma, est-ce que vous comprenez cette tribune, cet appel, cette interpellation de ces différents leaders? Je rappelle qu'il y a également le député français Nadeau, qui est très impliqué dans ces difficultés que rencontrent les opposants. Est-ce que vous comprenez cette interpellation de la France, de l'Union européenne? Je vais paraphraser, ou plutôt continuer dans la même lignée que Jacques. Deux choses je le comprends. Moi, je suis un démocrate. Donc je comprends parfaitement bien que l'on puisse écrire des tribunes pour interpeller la France ou d'autres pays. Le problème aujourd'hui, c'est que notre chère France n'est plus écoutée à l'international, et notamment en Afrique, dans ses anciennes colonies, qui se sont affranchies de sa tutelle. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a dans cette tribune des choses qui me dérangent. Notamment, l'une des premières, c'est que on a vu les élections américaines qui étaient tout sauf démocratiques, voire très antidémocratiques. On voit ce qui se passe dans les pays de l'Est, où le populisme gangrène, voire même l'extrême droite gangrène la planète. Ils ressurgissent. Et ça, on n'en fait pas part. Hein, moi, je veux bien qu'on indexe l'Afrique, mais il va falloir que les gens comprennent, que les Français comprennent, que la démocratie se construit brique par brique. Nous n'avons que 10, 20, voire 30 ans de démocratie dans nos pays. Donc on apprend. Alors qu'on écrive une tribune, moi je trouve que ça participe, encore une fois, au parler, à l'échange démocratique, et je ne vais pas critiquer la tribune, je vais même en écrire une contre-tribune, puisque je sais aussi écrire, pour expliquer à ces gens-là que la démocratie, il va falloir qu'on l'adapte à nos mœurs, à nos cultures, et qu'il va falloir qu'ils arrêtent de nous donner des leçons de démocratie, parce que ces pays aujourd'hui qui nous donnent des leçons de démocratie... C'est les Africains qui ont fait la tribune. Voilà, non, attendez, je finis juste, je sais que vous n'êtes pas d'accord. L'émetteur du message vient Vous allez de juste par là. me laisser finir. Okay. C'est les Africains.
Vous savez, dans ce studio, il va falloir qu'on apprenne la démocratie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je l'entends. Bon, mais laissez-moi ça aussi, finir. sans le talk show. C'est que tu acceptes qu'on ne soit pas d'accord avec toi. Mais ça, c'est ton problème. Il faudrait que tu acceptes qu'on ne soit pas d'accord avec toi. Je l'accepte, mais accepte de me laisser finir. Laissez-moi finir. Il est trop dictateur, c'est là son problème. Non, mais c'est pas... Alors, dès que je demande... C'est de la dictature. Dès que vous êtes tous les 5 contre moi et que je demande à pas tous les 5, Ahmed, non, faut pas exagérer. On vous demande juste de revenir sur les rails. Bon, allez, tout ça, tout ça là, voilà. On va l'écouter. Donc merci, merci. Donc je disais qu'il va falloir que ces gens qui nous donnent ou nous ont donné des leçons de démocratie revoient d'abord leur propre histoire vis-à-vis de la démocratie, comment ils l'ont construite, comment ils ont massacré des peuples au nom justement de cette démocratie et de cette universalité des choses ou de la vie. Et puis après, on acceptera peut-être de les écouter. Mais je veux le redire ici, nous sommes jeunes, nous apprenons la démocratie. Est-ce que vous voulez dire que nous aussi, qu'il faut qu'on massacre, qu'il faut qu'on passe par le même chemin? Je veux dire que la démocratie, c'est pas une chose aussi simple. C'est pas une tribune qui va changer les choses, même si elle va y participer. J'espère qu'elle sera entendue du côté de Sékou-Touré parce qu'il y a des belles choses dans cette tribune. Mais moi, en tant qu'Africain, je refuse que l'on vienne me donner des leçons de démocratie lorsque de l'autre côté de la Manche et de l'autre côté du Danube, il y a les populistes, il y a Trump, il y a ceci. Je suis fatigué qu'on associe uniquement l'Afrique à la malgouvernance. Il y a de l'autre côté aussi des choses. J'aurais adhéré à cette tribune si jamais ils avaient effectivement parlé des élections américaines, des élections en Pologne, des élections en Tchécoslovaquie, etc. etc. Et j'en passe. C'est des opposants africains qui ont écrit cette tribune. Avec un député français, je vous le signale. Je vous le signale, avec un député français. Donc, c'est une tribune universelle. Qui est votre ami, d'ailleurs. Voilà. Moi, je n'ai rien contre lui, au contraire. Je n'ai strictement rien contre lui. Encore une fois, je suis un démocrate. Je tiens à signaler que le député français, le représentant du peuple français, même au temps de Sékou Touré, il faisait la part des choses entre le peuple français et l'État français. Même Sékou Touré faisait cette différence. Donc si tu ne fais pas ce distinguo, aujourd'hui... Tu m'entraînes où, là? Je t'entraîne où? Tu m'entraînes où, là? Dans les NAS où tu t'es mis. Mais tu m'entraînes où encore? Je voudrais juste que tu comprennes qu'il y a une différence énorme entre ces deux entités. Ensuite, la France n'a rien demandé pour une fois, Ahmed. La France n'a rien demandé. Dans laquelle il y a des différences? Non, il y a une différence entre le peuple français et l'État français. Ah et bon? l'élite, oui. Il y a une énorme différence. En quoi? La classe politique est différente du peuple français. Explique-moi en quoi. Moi, je voudrais... Oui, ça, tu le sais, je ne veux pas quand même te l'apprendre. Lorsqu'un député s'exprime, il est élu par le peuple français. Et donc, il parle au nom du peuple français et de l'État français. Non, c'est différent. C'est différent. Puisque c'est l'État qui l'a interpellé. Donc, il interpelle son État, mais il s'exprime au nom de son État aussi. Il a un mandat. C'est le peuple. Tu sais ce que c'est que la démocratie? Le peuple donne mandat aux députés de s'exprimer en son nom. Et qui représente le peuple français? Que je sache. Ce sont les élus du peuple. Non, c'est l'État et les élus. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a à revoir quelques cours, Ahmed. Revois tes cours. Peut-être que tu t'es trop basé sur le pas bien assimilé, ma moussa. Il faudrait que tu redescendes. Ahmed, une énorme revois tes cours. Tu ne diras jamais à un ministre qu'il est le représentant du peuple de la nation. C'est pas possible. Un ministre est le représentant d'un pays. C'est différent. Quels sont les composants? Je vais avancer. Je vais avancer. Pour te dire que pour une fois, la France n'a rien demandé. Pour une fois, la France n'a pas dit Selou, Nado, Fayoulou, dis donc, écrivez-nous une tribune, interpellez-nous. Ce sont des Africains qui ont peut-être pris l'initiative. Nado est fidèle au combat, à la bataille qu'il mène depuis la France. Il ne fait pas cette bataille-là pour les beaux yeux de Selou Dalein Diallo ou bien pour les beaux yeux des Camerounais, des opposants camerounais. Il le fait parce qu'il croit en des valeurs universelles. Donc quand il trouve que ces valeurs universelles qui tiennent aux droits de l'homme, qui tiennent au respect des lois, qui tiennent au respect de la vie humaine, à des droits basiques, quand il sent que ces droits-là sont violés dans ces pays, mais quoi de plus bon pour lui, quoi de plus normal pour lui que d'interpeller son propre État? Alors, il le fait pourquoi? Parce que la France soutient, quoi que l'on dise, utilise les deniers publics payés par le peuple français dans ces pays-là. Donc, soutient un tout petit peu de façon parallèle ces pays qui sont perçus comme étant des dictatures. Donc, c'est normal qu'ils haussent la voix et qu'ils disent quelque chose. Alors, moi, j'aimerais que, pour une fois, l'on comprenne que si Selou Dalein, dans cette tribune, et les autres opposants avaient dit à la France, dis donc, en Guinée, c'est moi qui ai gagné. Essayez de m'aider à ce que je sois porté à la tête de Sékou Touré. Là, j'aurais compris autre chose. Mais, encore une fois, il n'y a absolument rien de grave à interpeller le monde, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe
dans notre pays. Est-ce que j'ai dit le contraire? Et puis Ahmed. Non, mais arrête de m'interpeller sur les trucs que je n'ai pas dit. D'accord. Merci, j'ai pas dit le contraire. Alors, je voudrais aussi que l'on n'oublie pas une chose. Aujourd'hui, il y a une démocratie de fait. Nous avons un 3e mandat qu'on vit, au fait. Une 4e république. Je veux dire qu'on subit. Qu'on subit. Une 4e république qui est là, au fait. Donc, vous avez vu comment est-ce que cette démocratie, elle est faite. Elle est façonnée à la manière du Tout-Puissant, qui souhaiterait qu'elle soit comme ça. Vous avez une opposition qui est en train de partir en lambeaux. Vous avez une classe politique divisée. Vous avez, s'il vous plaît, vous avez une Assemblée nationale qui est passée malgré tout ce que nous avons subi en termes de violence meurtrière. Vous avez une opposition représentée par une figure fabriquée, je ne suis pas contre la personne de Mamadou Sida, mais fabriquée de toutes pièces par le président Alpha Condé. Il a fait le choix, mais de façon minutieuse. C'est là où le calcul politicien du président Alpha Condé ressurgit. Il le fabrique de toutes pièces parce qu'il sait que cet homme-là, il est à même incapable de lui causer beaucoup de dégâts. Le connaissant, connaissant un peu ses élans et ses allants, intellectuels et tout, donc il sait que ce monsieur ne peut pas lui causer beaucoup de dégâts en termes de revendications liées aux droits de l'homme, en termes de questions démocratiques, institutionnelles. Mamadou Sida ne fera pas ça, il le sait, il sera tout tranquille. Donc, quand il met en place un tel monsieur, et autour de lui gravitent des gens quand même qui ont des formations en PhD, qui ont des diplômes universitaires mais énormes, qui ont du savoir-faire au-delà de nos frontières. Il les met autour de lui pour dire, désormais, vous gravitez autour du noyau principal qui est Mamadou Sida. En fait, qu'est-ce que tu lui reproches ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, voilà, nous sommes face à une opposition. Si on ne s'en tient qu'à cette opposition-là, nous sommes face à une opposition qui ne peut pas casser un œuf. Qui ne peut même pas casser la patte à un pôle. C'est pas possible. Je veux que la nonchalance démocratique dans notre pays prenne fin. Que cette phase... Elle vient de commencer. Non, je vous la dis... nonchalance démocratique, oui, bien quoi sûr. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas là ce que tu dis. Je voudrais qu'on arrête de travestir les valeurs démocratiques, qu'on fasse semblant d'appliquer la démocratie. Je trouve que c'est un jeu, j'analyse, moi je décortique. Oui, mais c'est un jeu qui a été bien ficelé, bien monté, mais derrière tout cela, ceux qui vont subir en termes de violation des droits humains, c'est encore une fois nous autres, parce que tout simplement, nous sommes devenus des spectateurs. Donc, si des opposants, face à une telle situation, prennent leur plume et interpellent le monde pour qu'ils ouvrent les yeux sur ce qui se passe, je trouve qu'il n'y a rien de plus normal. Une petite précision. Voilà. Et puis, pour finir, un dernier paragraphe. Pour finir, un dernier paragraphe. Je pense qu'il ne faut pas parler du choix des peuples et autres, parce que j'estime que si véritablement nos institutions sous-régionales jouaient leur rôle au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, on ne serait pas allé jusqu'au niveau de la France. C'est le reproche que je fais à nous autres Africains, parce que nous avons mis en place des institutions sous-régionales qui ne jouent pas leur rôle, qui ne marchent pas. Ils sont tous sous le joug du syndicat des chefs d'État, malheureusement. Donc, ils ne peuvent pas lever le petit doigt. C'est pourquoi, en cas de pépin lié aux droits humains, on est obligé de regarder vers les États-Unis, de regarder vers la France, ce qui est assez dommage. Les grandes gueules. Samara, est-ce que vous pensez que cette tribune peut alerter, changer un peu la donne sur ce qui se passe chez nous, ici en Afrique? Non, moi je n'espère pas que cette tribune puisse apporter quelque chose, parce que peut-être aujourd'hui ça a été formalisé en écrit, mais ça a toujours été les mots qui ont été envoyés vers la France. C'est le Dalin Diallo, tant qu'il s'exprimait sur ce qu'il appelle sa victoire à la présidentielle, et bien avant les législatives de 2013, d'abord la présidentielle de 2010, 2015, 2013, ces mots ont été envoyés et à la France et à la communauté internationale. Parce que dans tous les discours, nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale. Partout où on estime qu'il y a la démocratie qui ne se porte pas bien, il y a la voix qui est élevée pour être adressée à la France, pour être adressée à la communauté internationale. Mais quand pourrons-nous nous affranchir aujourd'hui, certes, on a formalisé cela en faisant un mémo, si je peux l'appeler comme ça, mais je ne trouve pas que ce soit du nouveau. C'est certes un mémo formalisé, mais ce n'est pas du nouveau. Aujourd'hui, la France
quand on parcourt un peu le mémo, vous vous rendrez compte à un niveau qu'on ne prend en compte que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors que quand on parle de colonies françaises, il y en a également en Afrique du Nord. On sait comment cette démocratie, s'il y en a de ce côté, comment elle se porte. Il n'y en a même pas de démocratie à ce niveau. On parle de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. On sait quels sont les niveaux d'implication dans ce combat, le niveau d'implication de la France dans ces différents combats. On a l'exemple de la Côte d'Ivoire. La France s'est dressée pour un candidat à un moment donné. On a vu qu'est-ce que ça a donné contre la volonté populaire des Ivoiriens. La France a pris position et cette volonté a été imposée sur celle du peuple ivoirien. On a vu, Jacques le rappelait tout à l'heure, du côté de la RD Congo, la France, on a vu, est-ce que c'est à un moment donné... Vous parlez de quelle période? Je vais parler de l'après-guerre. Je vais parler de l'après-guerre avec Gbagbo et Ouattara. Le cas du Togo. Le cas du Togo, Faure Gnassingbé, il est là, la famille continue. Et on sait à un moment donné comment vivent d'ailleurs l'opposition de ce côté. Vous parlez, on vous contraint soit à l'exil et vous vous retrouvez soit en France, vous êtes dans un cadre là pour vivre là. La France ne viendra pas en Afrique pour nous dire cette opposition a gagné, elle doit être au pouvoir. Le cas gabonais est une autre illustration. Jean Ping qui continue à réclamer sa victoire, on sait où il est et on sait à quel niveau se trouve la coopération franco-gabonaise. C'est au beau fixe, ça ne dérange rien. Donc la France coopère avec les régimes. La France coopère avec les pouvoirs. La France ne coopère pas avec les individus politiques des opposants. Il faut aujourd'hui que notre élite politique accepte de se prendre au sérieux, de se comporter de façon à obtenir de l'adhésion massive de la population, la confiance de la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on dise qu'il y a un déficit de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, mais il y a aussi un déficit de confiance entre ceux qui prétendent gouverner demain et ceux qui vont gouverner demain, c'est-à-dire le peuple. Le peuple ne semble plus faire confiance à la stabilité politique même de nos acteurs. Prenons le cas guinéen. Si on observe de très près, celui qui visiblement est resté inchangé, c'est bien celui d'Alain Diallo. Il a dit qu'il n'est pas prêt à travailler avec le pouvoir. Il reste dans son opposition jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir. Les autres qui gravitent à un moment donné, qui gravitent autour de celui d'Alain Diallo pour se faire des beaux yeux auprès du pouvoir. Et lorsque le pouvoir leur tend la main, et tout de suite on les retrouve là. On ne sait plus en qui faire confiance dans la conduite politique dans nos États. Et pour le cas guinéen précisément, je me dis qu'il faut davantage travailler pour mériter la confiance, qu'on soit du pouvoir ou qu'on soit de l'opposition. Il faut davantage travailler pour mériter la confiance du peuple et sortir du carcan ethnique, communautaire et autres. Travailler dans le sens d'unification, qu'on ait en face un peuple, un seul peuple, pas des communautés. Alors, je le disais, hein, Antoine, je vais poser la même question. Quand pourrons-nous nous affranchir de cette... c'est une sorte de dépendance. À chaque fois, on fait appel à l'international. Quand est-ce que les populations africaines pourront-ils, je veux dire, l'élite même, les chefs même, pourront pouvoir se prendre en charge, organiser des élections libres et transparentes, de sorte qu'on n'ait pas forcément besoin d'appeler l'international? Parce que Ahmed a dit quelque chose, je ne suis pas forcément d'accord avec toute son idée, mais quand il dit que quand ça se passe mal de l'autre côté, on n'interpelle pas l'Afrique, par exemple. Le cordon ombilical tel que demandé par Alpha Condé qu'on devait couper depuis la Côte d'Ivoire, apparemment est demandé par les opposants, parce que ce cordon ombilical, lorsque le chef de l'État guinéen, à l'époque président en exercice de l'Union africaine, lorsqu'il a dit, Alassane Ouattara lui a dit qu'on est en direct, qu'on est suivi en direct à la télévision, comme pour dire que la France nous surveille. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce sont les opposants qui revendiquent que ce cordon soit maintenu. La question que je me pose, c'est la France est interpellée en quelle qualité?
en qualité de puissance coloniale ou en qualité d'exemple démocrate. Ce n'est plus une puissance coloniale. Bon, entre guillemets. Les grandes gueules. C'est une ancienne puissance, mais ça au passé. Bon, ça c'est relatif parce que regarde ce que nous voyons là, ce n'est pas le constat que je fais. Aujourd'hui, regarde ce que je vois, j'ai comme l'impression que nos opposants ont envie qu'on retourne dans le passé et que la France, qui a été cette puissance qui nous a colonisés, continue de plus belle à maintenir ce dictat sur les pays africains. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai envie de revenir sur le contenu. Comment? Je reviens sur le contenu. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a dit? Laissez-moi. Parce que c'est absolument. Parlons justement du contenu. Mais je viens au contenu. C'est très loin de ce que tu déclines. Pas du tout. Non, Pas du tout. non, Pas du tout. Ce que j'ai dit est pas du tout. C'est plutôt toi, Moïse, qui n'a pas lu le contenu. Je viens au Moïse qui n'a pas lu le contenu. Justement, je viens au contenu de la tribune. Parlons de la tribune. C'est incroyable. Le constat que je fais, c'est quoi? Dans la tribune, lorsqu'on vient au cas par cas, on commence par Cellou Dalein Diallo. On commence par dire que Cellou Dalein Diallo, président, venu en tête à l'issue des élections. C'est-à-dire, c'est la phrase qui est utilisée pour indiquer qu'il est venu en tête après les élections. Mais au pied de la lettre pour la signature, on indique Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. Ce qui n'est pas le cas pour les autres, où on indique président de leur parti, mais aussi président élu de leur pays. Je pense que la différence a été faite dans le contenu de la lettre. Pour le cas de Cellou, on indique clairement, tout court, président de l'UFDG. Pour les autres, on indique président élu des autres pays. Comme pour dire que, c'est l'impression que j'ai, Cellou a fini par se résoudre au fait qu'il a perdu les élections, qu'il ne revendique plus sa victoire. Donc, si à ce niveau, les autres opposants continuent de dire qu'ils sont présidents élus de leur pays, à ce niveau, je me dis que la question, peut-être, à travers la lettre, est résolue. De l'autre côté, moi, je veux qu'on évite de se ridiculiser. Parce que pour moi, c'est une forme, c'est un peu ridicule ce à quoi nous assistons. Les élections sont passées il y a longtemps de cela. Les instances habilitées à donner les résultats, les instances habilitées à les confirmer, se sont déjà prononcées. Jusqu'à preuve contraire, l'UFDG n'a pas brandi d'éléments pour attester sa victoire. Il faut qu'on le dise clairement. Quels sont les PV des bureaux de vote mis sur la place publique pour contredire ceux présentés par la CENI? Je ne les ai pas encore vus. Je me dis que, au regard de la puissance communicationnelle du parti, on aurait pu nous brandir ces PV-là pour nous dire on conteste les résultats de telle ville, par exemple, ou de telle région. Voici nos preuves. Voici, nous les apportons pour opposer à ceux présentés par la CENI. Jusque-là, ces résultats n'ont pas encore été présentés. Je me dis, à un moment donné, il faut qu'on prenne au sérieux et qu'on dise clairement en quoi le parti a gagné les élections, qu'on nous les prouve sur la place publique. Alors, je pense qu'il est moins question, Ahmed souffre un tout petit peu. Non. Il a déjà fait du favoritisme. Alors, non, c'est pas du favoritisme. Désolé, mon grand. Vas-y, alors. Désolé, il finit, je te donne non, la parole. Vas-y. Non, il est très compréhensif. Dis à l'Italie, tu le penses. Alors, moi, je trouve qu'il est moins question d'une quelconque reconnaissance de la victoire de Cellou Dalein Diallo. Moi, je suis pas dans ce discours-là. Les grandes gueules. C'est une tribune qui interpelle. Ce sont des questions. Écoute, il faut qu'on aille de l'avant, Moïse. Voilà. Je dis bien. Il est moins question pour moi d'une quelconque reconnaissance de la victoire de Cellou Dalein Diallo. La question des élections est passée. La question ce n'est pas le constat qui est fait dans la lettre. Parce que dans la lettre, on demande des sanctions contre ces pays-là. La question des élections étant passée, au sens propre du terme, question des élections, mais les problèmes engendrés par ces élections-là ne sont pas passés. Ces problèmes sont reportés. Et si on ne prend pas le temps de régler ces problèmes, nous allons les revivre à la prochaine élection. C'est ce qui m'interpelle. Mais est-ce qu'il revient à la France de résoudre cela? Je ne crois pas du tout. La France n'est pas le pays le mieux placé pour les résoudre. Non mais, quel est le mal dans une tribune où vous interpellez l'humanité, vous interpellez une puissance étrangère qui a, quoi que l'on dise, des intérêts dans ce pays, qui finance des politiques publiques dans ce pays? Quel est le mal d'interpeller ce pays pour dire vous financez des politiques publiques dans ce pays, mais tenez, il y a des violations des droits humains, il y a des opposants qui sont. Non, mais il y a des opposants qui sont. Il y a des opposants qui sont injustement emprisonnés. Il y a une justice à deux vitesses qui agit. Et il y a des opposants qui ont trouvé la mort en prison. Vous avez quelque chose de je sais pas moi, de repugnant dans une telle
dans une telle démarche, lorsque vous interpellez sur le toit, bien entendu, de l'humanité, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Parce que vous ne pensez, les yeux, parce que vous pensez qu'ils ne sont pas au courant. Que c'est une démarche normale. Parce que vous pensez qu'ils ne sont pas au courant. Au moins, ces pays le savent mieux que nous. Au moins, la démarche est démocratique. Qu'est-ce qu'on veut de nos opposants finalement? Vous sortez dans la rue, vous lancez des cailloux, on dit que vous êtes barbare, vous êtes violent. Vous laissez tomber cette démarche. Vous écrivez une tribune, vous prenez une note avec des avocats, vous engagez des procès. On dit encore que vous en faites trop. Mais qu'est-ce que vous voulez d'une opposition dans ce moment? Alors, non, mais je ne comprends plus. C'est quoi la démarche démocratique finalement? Non, je trouve qu'on n'est pas en train de comprendre. Mais le jour, vous savez, une dictature, c'est quoi? Une dictature, c'est quoi? Vous lui donnez à manger, ça grossit, et ça fait boum. Et quand ça fait boum, donc tu estimes qu'on est dans une dictature. Donc tu estimes qu'on est dans une dictature. Tu prends cela en pleine face. Tu estimes qu'on est dans une dictature. Nous sommes dans une démocratie. Non, éclopé. Éclopé. Non, mais moi, je Ce que j'essaie, moi, d'expliquer tout simplement ici, c'est que, encore une fois, tu es en train de larmoyer là. Je ne larmoie pas. En nous faisant croire que nous serions. Attends, on t'a laissé parler. En nous faisant croire que nous serions le diable qui est en train de pourfendre les politiques ou les opposants. C'est pas le cas. On dit, on le répète, et je pense que c'est le cas d'Antoine, que nous sommes favorables à cette tribune. Elle participe encore une fois au jeu démocratique. Ça, c'est le contenant. Le contenu, cher ami, il est à discuter. Parce que moi, je suis désolé, je sais, pour une génération qui a connu Focard, qui sait ce que la France a été capable. Mais écoutez, attends, laisse-moi finir. Tu as vécu avec Focard. Non, mais souffre. Non, mais tu peux faire de l'humour si tu veux. Ça va pas faire avancer le schmilblick, hein. Mais tu peux faire de l'humour. Ou on discute sérieusement ou tu fais de l'humour. Merci. Donc, je fais partie d'une génération qui a connu les coups d'État, qui sait ce que c'est que la France. La mienne aussi. Non, t'es trop jeune. Si. T'es un puceau à ce niveau-là, crois-moi. Bon, bref, et je continue. Et qui sait ce que la France a été capable. C'est pas faire injure à la France que de lui dire que dans son passé récent, elle n'a pas de leçon de démocratie ou de droit d'honneur à donner à l'Afrique. C'est pas lui faire injure, c'est au contraire mettre l'accent sur son passé. Et je finis. Je vais te dire une chose. Et on parle de la France ici. L'ensemble des grandes puissances mondiales s'affranchissent des règles démocratiques dès lors qu'il s'agit de leurs intérêts économiques. Il va falloir que tu arrêtes de faire preuve de cette naïveté, de penser que tout à coup un député français, parce qu'il serait auréolé de combat, etc., vient nous sauver. Non, il vient pas sauver les petits nègres. Ils ont participé de ce fait comment dirais-je, à l'essor économique de la France en écrasant les autres peuples. Ça, c'est une réalité. Et je voudrais finir. Lorsque la France va vendre des Rafales en Arabie Saoudite, est-ce que tu crois qu'elle pense qu'en Arabie Saoudite, il y a la charia qui prévaut, qu'on coupe des têtes? Est-ce que tu crois que la France s'affranchit du fait qu'en Arabie Saoudite, dans ce pays, les femmes n'ont pas le droit de conduire? La France n'est pas un exemple. Je finis. Lorsque la France est mêlée à ce qui s'est passé au Rwanda, parce que je te signale qu'en un mois, il y a eu 800 000 morts là-bas. Tu crois que cette France-là, à moi, Ahmed Kourouma, ou à quiconque ici dans ce studio, ou au peuple de Guinée, a des leçons de morale à donner en termes démocratiques? Je dis non, et c'est mon droit. C'est ça la démocratie. Je dis qu'il est temps que nos opposants, contre qui je n'ai strictement rien, s'affranchissent et commencent à... Ils auraient pu interpeller l'Union africaine, ils auraient pu interpeller la CEDEAO. Pourquoi la France? Il y en a marre. Ouais. Moi, ce que je voudrais dire rapidement, je crois que le fait d'avoir fait cette tribune n'est pas le seul combat que ces opposants ont mené jusqu'ici. Ils ont déjà interpellé justement Ahmed, la CEDEAO, ils ont interpellé l'Union africaine en pleine période électorale. Ils ont interpellé, n'est-ce pas, les deux institutions. Ils n'ont pas obtenu gain de cause. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite d'être dit. Moi, peut-être, mon débat n'est même pas sûr. Est-ce que c'est nécessaire de s'adresser à la France dès lors que nous sommes tous d'accord que la France fait partie de ce monde? Oublions les relations qui ont existé entre la France et l'Afrique pendant la période coloniale, mais la France fait partie de ce monde et la France est considérée justement, à tort ou à raison, que c'est la terre des droits de l'homme parce qu'on a rédigé là la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout ça. On peut partir de cette hypothèse, mais on peut aussi l'oublier et dire que la France c'est quand même un pays qui appartient à cette planète, qu'on peut l'interpeller. Maintenant, la question c'est qu'il faut bien dire aux opposants qui ont rédigé cette tribune qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir aujourd'hui à obtenir, n'est-ce pas, réponse de la part de la France aux problèmes que nous avons, n'est-ce pas, en Afrique. Parce que
on a déjà plusieurs expériences qui prouvent que les Africains sont en train de tourner un peu le dos. Ça, c'est quand même un fait. C'est un fait. L'heure où la France pouvait dire, bon, voilà ce que nous voulons ici pour que ça se passe. Il y a des pays où ça ne se passe plus. Peut-être en Côte d'Ivoire, ça se passe encore. Mais ailleurs, les gens commencent, n'est-ce pas, à faire une coalition. Et alors là, en RDC, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on a vu que la France s'approchait et voulait pousser, n'est-ce pas, Fayoulou à prendre la tête du pays, il y a eu Kabila qui a fait une coalition avec Tshisekedi. Et puis, ils ont réussi à battre, n'est-ce pas, pas battre forcément dans les urnes puisque c'est contesté, mais quand même à écarter, n'est-ce pas, Fayoulou du chemin. Rapidement, oui, rapidement, il y a un passage dans cette tribune qui m'a intéressé un peu. Quand on dit comment nous-mêmes qui prétendons accéder au pouvoir par la voie légitime des urnes, garantirons-nous les conditions de l'alternance politique, c'est-à-dire les conditions de notre propre remplacement par l'opposition? C'est une question qu'il pose, ces leaders politiques, mais une question qui a tout son sens. Est-ce qu'aujourd'hui, prenant Alpha Condé, 40 ans de lutte pour la démocratie, pour l'alternance au pouvoir, qui arrive au pouvoir, 2 mandats, au terme de son 2e mandat, il devait partir, mais il s'est arrangé à s'octroyer un 3e mandat. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui, en regardant un peu le paysage, qu'est-ce qui garantit que Cellou Dalein Diallo, par exemple, au pouvoir après Alpha Condé, ne fera pas la même chose? Est-ce que Kouyaté au pouvoir ne fera pas la même chose? Qui au pouvoir ne fera pas la même chose? Et même se pose cette question, mais je crois qu'il n'y a pas assez de garanties à date. Il faut travailler en profondeur pour avoir le peuple avec vous, pas des individus. Parce qu'aujourd'hui, quand on interpelle l'armée, il va y avoir des éléments qui vont s'extirper du groupe parce qu'ils ont des intérêts par-ci. Quand on interpelle le peuple, certains vont s'extirper du groupe parce qu'ils ont des intérêts liés à tel ou à tel. Il faut travailler aujourd'hui à s'aimer ou à cultiver la vraie confiance entre les acteurs politiques et la population. Bien, allez-y. Les grandes gueules. Alors moi, j'aimerais juste dire que il y a quand même des questions qu'on peut se poser sur le fonctionnement de nos partis politiques. Mais les valeurs auxquelles je m'attache vont au-delà de nos partis politiques qui existent. C'est-à-dire que ces valeurs ne sont pas personnifiées. Ces valeurs ne s'appellent pas Cellou Dalein, ça ne s'appelle pas Sidya Touré, ça ne s'appelle pas Lansana Kouyaté. Ce sont des valeurs qui nous survivront. Ce sont des valeurs qui iront au-delà de cette classe politique. On sait en termes de critique que le fonctionnement, les partis politiques sont normalement des pépinières démocratiques. En leur sein, on montre c'est quoi la gouvernance qu'on veut donner à tout le peuple. Donc c'est comme un État en miniature où il y a des élections de façon régulière, où le président fait face à d'autres candidats, ainsi de suite, où il y a des élections, où il y a des congrès. Mais on sait que ça ne se passe pas ainsi au sein de nos formations politiques où voilà, le leader bien aimé passe pour le demi-dieu. C'est pourquoi les valeurs que je défends ne s'articulent pas autour des personnes qui sont à la tête de ces partis politiques. Mais je sais que ces partis vont exister au-delà de ces personnes. Il faut défendre ces valeurs. Il faut défendre ces valeurs. Quand on dit à la France qu'elle n'a pas de leçons à nous donner. Vous savez, les leçons sont à plusieurs niveaux. Il y a des leçons liées à la bonne gouvernance. Et parmi ces leçons liées à la bonne gouvernance, il y a par exemple la bonne gouvernance en matière sanitaire. Nous sommes face à deux crises sanitaires. Nous sommes face à Ebola. Ebola qui a ressurgi. Et puisqu'on n'a pas de leçons à nous donner, et quelle est la leçon de vaccin de dose qu'on vient de nous donner? C'est dans le laboratoire de Mafreya, de Gweke ou de Gekedou que ces doses sont sorties. Mais en ce moment-là, on ne parle pas de leçons à nous donner. Hein. En ce moment-là, on comprend que l'humanité est tenue par des valeurs. En ce moment-là, on se rend bien compte que l'humanité, on peut s'adresser l'un à l'autre sur des questions communes. Alors en ce moment-là, on ne parle pas de souverainisme. En ce moment, on reçoit les avions, on reçoit l'avion, on reçoit les doses et on va les inoculer à nos compatriotes à l'intérieur du pays. On ne parlera pas de souverainisme. En ce moment-là, lui, il se tait, il ferme sa gueule. Alors moi, j'aimerais dire que quand on veut être souverainiste, lui, les chakras. C'est moi qui dis que tu fermes ta gueule. Tu es malade, vous savez, dans les grandes gueules. L'émission s'appelle Les grandes gueules. Alors donc, je trouve que
ta ligne, il faut être cohérent. Voilà ce que j'avais dit. Bon, j'ai fini, puisqu'on a atteint le summum de la vulgarité. Pas du tout. Pour clore, Félicitations. Ahmed, Félicitations. Je vais juste te rappeler une chose. Merci d'avoir dit au grand frère de fermer sa gueule. Non, mais ce sont des grandes gueules quand même. Voilà les méfaits de la démocratie. Voilà les méfaits typiques de la démocratie. On dit à un grand frère, ferme ta gueule. Ce que je vais dire Mais pour clore. t'as pété un plomb, ça brise. Allez, on se calme. Ça va, Ahmed. Ahmed, l'émission s'appelle Les Grandes Gueules. Donc toi aussi tu vas me dire ferme ta gueule. Ahmed, on a tous de grandes gueules. Ce que je veux dire pour clore, Ahmed, moi je veux juste que le débat politique évolue. Les élections sont passées, à un moment donné il faut qu'on se dise, il faut que le pays aille de l'avant. On ne peut pas passer tout notre temps à parler des mêmes choses. Aujourd'hui, le débat chez certains politiques a changé. Sidia Touré, qui autrefois était un peu radical, a changé de ton. Beaucoup d'autres leaders politiques ont changé de ton. Hein? Non, pas que ça dépend. Vous pensez qu'ils ont à un moment donné, il faut que le ton change. C'est dans un dialogue, les élections sont finies. Mais je constate que le radicalisme est là. C'est Lou reste dans sa position. Attendez que je finisse, Jacques. C'est Lou continue avec la même position sans que ça ne change. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il faudrait qu'il fasse une ouverture. Il faudrait que c'est Lou comprenne qu'il aille au gouvernement. Qu'il a un rôle. Non, pas du tout. Attends, Jacques. Mais être opposant ne signifie pas d'être radical à tout. Il peut faire des ouvertures pour contribuer. En quoi faisant, par exemple? Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Non, vous ne m'interrompez pas. En quoi faisant, le raisonnement que je fais, vous me laissez finir. J'ai les mots pour dire ce que j'ai à dire. J'ai dit de faire des ouvertures en changeant sa posture politique actuelle. Elle est trop radicale, elle est trop fermée et extrême. À mon avis, Selou peut lâcher du lest. Il y a ces éléments en prison. On l'a entendu dire récemment qu'il n'est pas prêt à s'accroupir ou à demander pardon pour leur libération. Attends, il va le faire. Mais non. Tu veux qu'il le fasse? Attendez, on est en politique. Il y a des propos qu'on peut tenir pour faire libérer des éléments. On peut changer de ton afin d'avoir une certaine clémence de la part auprès de celui contre qui pendant qu'on y est, Antoine, je voudrais qu'on parte tous au palais secrétariat, allons prêter allégeance pendant que nous y sommes. Nous allons le faire. Être opposant, il faut parfois savoir doser ce que nous disons. Vous voulez qu'il supplie le pouvoir afin que ces opposants soient libérés? Pas le supplier, mais il y a ce langage diplomatique qu'on peut tenir. C'est lourd. Peut envoyer des émissaires en vue d'aplanir un peu la divergence. Selou peut faire un pas. Selou peut le faire pour faire libérer ces éléments. À mon avis, au stade où nous sommes, il y a une possibilité. Vous trouvez cette situation normale? Laquelle? Que quand des gens sont arrêtés, qu'on parte supplier pour que ces personnes soient libérées? Je n'ai pas employé le terme supplier, madame. J'ai dit que Selou pouvait changer de posture en lâchant un peu du lest, en revoyant ses propos, en étant moins radical. À mon avis, il peut le faire et jouer son rôle afin que le pays aille de l'avant. C'est un opposant politique, c'est vrai. La démocratie. Mais à un moment donné, il faut que nous sachions également, en fonction du contexte, changer de ton. D'accord. Bien, La démocratie, pour terminer la démocratie désigne tout système dans lequel le peuple est souverain. La Guinée, le peuple de Guinée est souverain. Que ça te plaise ou pas, malheureusement ou heureusement, il a élu pour une troisième fois M. Alpha Condé. On peut discuter du fond et de la forme. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Donc là où je rejoins Antoine... On prend acte donc. Oui, je prends acte, comme tu devrais prendre acte. D'accord? Là où je rejoins Antoine... Non, moi, j'ai pas le choix. Moi, mais tu n'as pas le choix de toute façon. Tu sais, la démocratie, c'est la dictature du plus grand nombre. Donc voilà, tu n'as pas le choix. Non. Tu n'as pas le choix. C'est choix. quoi la démocratie? C'est la protection de la minorité. C'est ça la démocratie. Si tu veux aussi. Ça, c'est dans ton monde d'Épinal. Je finis. Dans ton monde de oui. Je finis. Il y a quelque chose qui doit se faire. Tu ne peux pas reprocher. La République, le combat politique, c'est un combat, c'est un rapport de force. Mon cher ami, Alpha Condé, effectivement, tu lui reproches d'avoir, mis ses opposants au pas, 2, d'avoir mis, comme tu dis, une girouette à la tête de l'opposition. C'est le jeu démocratique que les opposants aient suffisamment d'intelligence pour contrer Alpha Condé. 5 mois avant les élections, j'avais écrit une tribune annonçant
que non seulement Alpha Condé allait être élu, mais qu'il ne se passerait rien. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, les opposants... C'est ce qui s'est passé. Il s'est passé. Il y a eu des morts, malheureusement. Voilà. Non, mais c'est ce qui est l'essentiel. Non, mais tu sais, j'aime pas quand vous faites cette démagogie-là. Ah oui, pas de démagogie, Ahmed. Non, mais pas de démagogie. Vous dites qu'il ne se passera rien et il s'est passé quelque chose. Les Guinéens sont tombés. Les Guinéens sont tombés, les Guinéens sont morts. Vous pensez qu'il s'est rien passé? Évidemment qu'il y a eu des morts. Ahmed, je finis juste. Parlez des morts qu'il y a eu, parlez des violations des droits humains. Vous pensez que c'est de la démagogie? Non, laissez-moi finir. Je pense. Non. Là où c'est de la démagogie, c'est qu'il fait croire aux auditeurs que j'ai oublié cela. Non, évidemment que j'en tiens compte. Mais c'est de la démagogie que de faire croire. Évidemment que j'en tiens compte. J'ai dit, justement, si vous me laissez aller jusqu'au bout, vous allez comprendre en quoi je dis qu'il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé en termes politiques. C'est-à-dire que les dés sont restés figés. Cellou Dalein Diallo s'est plaint, comme d'habitude, d'avoir perdu les élections, d'avoir été, comme on dit, triché, et Alpha Condé est resté dans son rôle. Et c'est en cela qu'il ne s'est rien passé. Évidemment, c'est facile de venir m'interpeller. Tu crois que je suis pas sensible à ça? Je sais ce qui s'est passé. Il y a eu des morts. Il a pleuré, je ne le dis pas ainsi, c'est juste un rappel. C'est juste un rappel que je fais. Quand on dit qu'il ne s'est rien passé... Pour que les choses soient claires, j'ai le cœur brisé quand je vois aujourd'hui comment il s'appelle, mes anciens collègues de l'opposition en prison. Ça me fait mal au cœur. Oui, on vous a vu verser les larmes. Non, ça c'est autre chose. J'ai pleuré un enterrement d'un gamin qui était mort parce qu'il me faisait penser à mon fils. Mais ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Je pense aujourd'hui qu'il devrait y avoir négociation pour trouver des solutions. Parce qu'il y a, encore une fois, des hommes qui sont privés de leur liberté. Et ça, en démocratie, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Cela étant, moi je fais la différence, le distinguo entre ça et malheureusement, le rapport de force démocratique qui participe au jeu républicain de celui qui a le pouvoir, qui met ses opposants à terre. C'est ainsi que le monde s'est fait et ni vous, ni moi, ni Moussa Moïse allons y changer quelque chose. Je veux juste rendre hommage, puisque nous parlons de démocratie. Tout n'est pas rose, mais au Niger, en dépit du désert, en dépit de tout, il y a quelqu'un qui a sorti son bazooka et qui risque, Mohamed Bazoum, qui risque de remporter la présidentielle dans ce pays. Depuis 1960, c'est la première fois qu'un président élu démocratiquement passera le flambeau à un autre également élu démocratiquement. Mamadou Issoufou, je pense que dans son contexte, avec les djihadistes, avec les 3 frontières, les djihadistes, avec Boko Haram, avec les difficultés sécuritaires, l'État islamique, avec la crise économique, je pense que tout ce contenu-là, si on transpose ça ici, quelque part, je connais quelqu'un ici, s'il vivait dans ce contexte-là, il aurait fait plus de 10 mandats à la tête du pays. Parce que ce sont quand même des arguments, des obstacles. Voilà, Ebola est venu, les marches de l'opposition guinéenne, les coronavirus, tout cela a servi d'argument pour dire je n'ai pas pu travailler pendant au moins, je sais pas moi, 2 ou 3 ans. On m'a empêché de travailler. Lui, il a eu tout ça là-bas. Mais malgré tout, il a dit quoi? Il faut que je sois le premier président démocratiquement élu à transmettre le flambeau de la démocratie. C'est pourquoi je ne perds pas espoir en Afrique. Je crois que l'Afrique pourra se relever tôt ou tard et c'est une leçon qui doit être entendue. Et Ahmed a été porte-parole de l'opposition guinéenne à un moment donné et quand je l'entends parler aujourd'hui, je risque de finir bouddhiste parce que je vois que la réincarnation est possible. Il ne fallait pas commencer par la politique, c'est difficile de les canaliser quand il s'agit d'actualité politique. Bien entendu, restez avec nous. Dans la deuxième partie, nous parlerons sport, nous parlerons également de l'arrivée de ces vaccins, certainement la vaccination qui démarre aujourd'hui du côté de Guéké. Restez avec nous, les grandes gueules revient dans une dizaine de minutes. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.